Alors, je vois dans cette vidéo, dans un paragraphe D, les zones à urbaniser. J'ai vu dans les précédentes vidéos les autres zones qui peuvent être prévues dans le règlement du PLU. Il y a les zones agricoles, les zones naturelles et forestières, les zones urbaines. Et maintenant, je vois donc les zones à urbaniser. Comme pour les zones agricoles et naturelles, qui sont parfois traitées de la même façon dans leur régime juridique par le Code de l'urbanisme, il arrive que certains articles du Code de l'urbanisme soient applicables à la fois aux zones urbaines et aux zones à urbaniser. Cela étant, il faut les distinguer. Une zone urbaine est en principe immédiatement constructible, même si j'ai vu qu'il y avait des exceptions, hein. Un terrain situé en zone urbaine peut ne pas être constructible. Quant aux zones à urbaniser, eh bien, ce sont des zones dans lesquelles la commune projette son urbanisation future. L'article R 151-20 du Code de l'urbanisme définit deux catégories de zones à urbaniser. Celles qui sont constructibles immédiatement et celles qui, pour être constructibles, nécessitent une révision ou une modification du PLU, ce qui, naturellement, alourdit la procédure. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux zones, celles qui sont immédiatement constructibles et celles qui ne le sont qu'à terme? Voilà ce que dit l'article R 151-20. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation, et le cas échéant le règlement, en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, eh bien, les constructions y sont autorisées dans la zone AU, soit, donc là ça se dédouble, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, parce que la commune veut qu'il y ait une urbanisation cohérente et non pas au fil des permis de construire délivrés, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le cas échéant le règlement. Donc il y a des réseaux certes à la périphérie immédiate, mais il va falloir réaliser les réseaux et la voirie à l'intérieur de la zone. Et donc les constructions pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation de la zone. Donc là, c'est l'hypothèse où la zone à urbaniser peut être assez aisément ouverte à l'urbanisation. Et puis deuxième hypothèse, seconde hypothèse, lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à réaliser dans cette zone, eh bien, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Il est certain que là, puisqu'il faut repasser devant la procédure de révision, ça va naturellement rendre plus compliqué, plus lourd l'ouverture à l'urbanisation. Alors, le juge administratif est fréquemment saisi de recours de propriétaires qui contestent le classement de leur terrain en zone AU, souvent parce qu'ils souhaiteraient que le terrain soit immédiatement constructible et soit donc classé en zone urbaine. Comme je l'ai dit, hein, le juge administratif exerce un contrôle limité sur le zonage retenu par la commune, puisqu'il n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, il est assez rare qu'un propriétaire qui conteste le zonage obtienne satisfaction. Alors, tout d'abord, le juge vérifie qu'un classement en zone AU est plus justifié qu'un classement en zone urbaine. Pour les raisons que je viens de vous donner, hein, le propriétaire dit: ah ben mon terrain présentait tous les caractères pour être classé en zone urbaine et il n'a été classé qu'en zone AU. Par exemple, le conseil municipal de Neuvecelle, en Haute-Savoie, approuve le PLU. Un habitant conteste le classement de son terrain en zone AU, estimant que le classement en zone urbaine, donc immédiatement constructible, était possible. La Cour administrative écarte l'argument dans un arrêt c'est la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 août 2020, numéro 19 LY 03 239. Elle constate que ce classement en zone AU est justifié parce que la commune veut attendre la réalisation d'une infrastructure ferroviaire. Nous sommes dans la région du lac Léman, une gare est prévue sur le territoire de la commune, et donc il est normal de différer l'urbanisation pour avoir une urbanisation rationnelle
avec ce futur grand projet d'aménagement qui s'annonce. Le juge vérifie que l'ouverture à l'urbanisation se justifie. Exemple, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2021, 20 MA 00197. Le conseil municipal de Garéou dans le Var vote une délibération révisant le PLU. Un propriétaire attaque cette délibération contestant le classement de son terrain en zone AU. Il y a 2 terrains qui sont classés en zone AU, ils contestent. Dans les 2 hypothèses, la Cour administrative juge que le classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vous voyez, la commune a classé une superficie de 13 hectares en zone à urbaniser, destinée à recevoir des constructions mixtes à destination d'habitat, d'activités commerciales et d'équipements publics. Et il ressort du projet d'aménagement et de développement durable, PADD, et du rapport de présentation que la commune a souhaité mobiliser ce secteur afin de répondre aux objectifs de croissance démographique de la commune, compte tenu de l'insuffisance de l'enveloppe urbaine existante. Il ressort par ailleurs de l'OAP correspondante que la partie commerciale du projet correspond à une zone d'aménagement commercial prévue par le SCOT. Par ailleurs, bon, certes, il y a un risque d'inondation sur le terrain, mais il est modéré. Donc, toutes ces raisons conduisent la Cour administrative d'appel à juger que le classement en zone à urbaniser est justifié. Autre précision qui a été apportée par, cette fois, je crois, le Conseil d'État. Oui, c'est un arrêt du Conseil d'État du 28 septembre 2020, numéro 426 961, qui est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et dans cet arrêt, le Conseil d'État juge que l'opération d'aménagement d'ensemble peut ne porter que sur une partie des terrains. Je vous rappelle qu'il y a 2, j'ai dit il y a 2 minutes, hein, il y a 2 catégories de zones AU. Et dans la première, l'ouverture à l'urbanisation peut se faire immédiatement dès lors qu'il y a des réseaux à la périphérie immédiate de la zone et se faire immédiatement soit dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, c'est-à-dire une opération globale cohérente. Eh bien, dans cet arrêt, le Conseil d'État juge qu'il n'est pas nécessaire que la zone d'aménagement d'ensemble, l'opération d'aménagement d'ensemble, couvre la totalité de la zone. L'opération d'aménagement d'ensemble peut ne porter que sur une partie des terrains. Vous voyez, dans cette affaire, un propriétaire a sollicité un certificat d'urbanisme pour savoir s'il pouvait réaliser une opération sur sa parcelle. Et le maire de Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée, lui a délivré un certificat négatif au motif que le projet concernait un périmètre trop restreint, alors que le terrain est situé dans une zone à urbaniser. Eh bien, le Conseil d'État censure ce raisonnement. L'opération d'aménagement d'ensemble qui permet d'ouvrir à l'urbanisation des terrains qui sont en zone AU peut ne concerner qu'une partie de la zone en cause. Alors, je vois maintenant dans un grand E, après avoir vu les zones à urbaniser, je vois les équipements, réseaux et emplacements réservés. Je suis toujours le plan du Code de l'urbanisme et l'article L151-41 du Code de l'urbanisme nous apprend que le règlement du PLU peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics. Donc, première hypothèse d'emplacement réservé, emplacement réservé pour construire à terme des voies et des ouvrages publics. Emplacement réservé, deuxième hypothèse, aux installations d'intérêt général, à créer ou à modifier. Troisième hypothèse, des emplacements réservés aux espaces verts ou à des espaces nécessaires pour réaliser des continuités écologiques. Quatrième hypothèse, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement. Et puis, cinquième hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai déjà vue. Je vous ai dit que dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant sous réserve d'une justification particulière pour une durée de plus de 5 ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, eh bien, donc dans cette attente, la commune peut restreindre le droit de construire dès lors que les constructions dépassent un certain seuil.
voyez, c'est la perspective. La commune se dit, dans quelques années, il va y avoir une opération d'aménagement d'ensemble. J'interdis les constructions dans la durée de 5 ans, dans l'attente de cette réalisation d'une opération d'aménagement. J'ai vu cette disposition un peu plus haut. Alors, paragraphe premier, condition de création d'un emplacement réservé. Il n'est pas nécessaire que la commune ait un projet arrêté pour créer un emplacement réservé. Je verrai plus loin que quand la commune décide de préempter, il faut qu'elle justifie sa mesure par une opération d'aménagement dont les contours ont été arrêtés, même si on n'a pas les caractéristiques précises. Pour l'emplacement réservé que la commune institue dans son PLU, le juge, le code et le juge n'exigent pas une telle formalisation. Vous avez bien compris, hein, dès lors qu'un terrain est classé emplacement réservé dans le règlement du PLU pour construire une voie publique, un ouvrage public, un espace vert, une continuité écologique, ce sont toutes les hypothèses que je viens de voir, eh bien, le propriétaire du terrain ne pourra pas obtenir un permis de construire pour réaliser un projet autre que celui qui a justifié le classement en emplacement réservé. C'est donc une servitude d'urbanisme qui grève fortement sa propriété. C'est d'ailleurs pour ça, je vais le voir après, que le code prévoit que le propriétaire peut contraindre la commune à acquérir le bien. Puisqu'elle a, elle a institué un emplacement réservé pour un projet, ben, menez à bien votre projet, je vous demande d'acheter mon bien. Et donc, je vous disais, pas nécessaire d'avoir un projet précis. La jurisprudence est abondante, hein. On peut citer par exemple un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2017, numéro 15 BX 01037. Et dans cette affaire, donc c'est la commune de Saint-Rustis qui approuve son PLU. Et un habitant conteste ses délibérations, notamment la présence sur sa parcelle d'un emplacement réservé qu'aucun projet de la commune ne justifie. La Cour administrative rejette l'argument. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait commencé à formaliser ce projet. En l'occurrence, la commune a prévu un espace vert, un emplacement réservé pour réaliser un espace vert, ce qui paraît assez justifié dans le centre du village, dans le centre de la commune, centre dans lequel bah, ce type d'espace manque. Le juge administratif exerce un contrôle sur le choix de l'emplacement réservé, mais c'est un contrôle limité, c'est un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Donc ça laisse une assez grande marge de manœuvre à, à la commune, mais il peut y avoir annulation. Je vous donne un exemple. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2017, numéro 16 MA 04 346. Dans cette affaire, donc, le conseil municipal de Fort-Calqueret approuve le PLU. Des habitants attaquent la délibération et soutiennent que les emplacements réservés qui ont été créés dans le PLU sont irréguliers. Donc, la Cour administrative d'appel rappelle qu'elle n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, mais ici, la commune a commis une telle erreur manifeste d'appréciation. Elle a prévu un emplacement réservé dans une zone agricole pour construire un équipement sportif. Or, nous avons vu plus haut que les équipements sportifs ne sont pas des équipements dont la réalisation est possible en zone agricole. Donc, l'emplacement réservé est lui-même irrégulier. Même raison pour l'institution d'un parking réservé au covoiturage prévu en zone agricole. De tels équipements ne sont pas possibles en zone agricole, donc l'emplacement réservé est irrégulier. Les limites du contrôle du juge, qui tient au fait qu'il n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, peuvent être illustrées par un autre arrêt. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 avril 2017, 15 BX 01 271. Et dans cette affaire, donc, c'est le conseil municipal de Saint-Paul, à La Réunion, qui a approuvé le PLU, et un habitant conteste cette délibération au motif que sur son terrain est prévu un parking de 4000 m². Donc, il ne pourra pas obtenir un permis pour mener un autre projet. Et eh bien, la Cour administrative d'appel rejette le recours parce que
il apparaît que dans le projet d'aménagement et de développement durable, la commune a indiqué qu'il fallait développer l'offre de stationnement, qui est insuffisante à cet endroit de la ville. Et par ailleurs, le propriétaire ne peut pas soutenir que la commune a voulu créer ce parking supplémentaire parce que les clients d'un restaurant Quick qui se trouve à proximité ne trouvent pas de place sur le parking, pas assez de place sur le parking du Quick. Mais la cour administrative rejette en disant qu'il n'est pas établi que le restaurant Quick ne disposerait pas des places suffisantes. Euh, alors, autre exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 2020, numéro 19 NC 00, il y a 3073. Le PLU de Montaigu donc, a prévu un emplacement réservé sur une parcelle pour agrandir le cimetière. Le propriétaire indique que cet emplacement réservé figurait déjà dans le POS en 1984. Le PLU est adopté dans les années 2000 et 20 ans plus tôt, l'emplacement réservé était déjà prévu. La commune n'en a rien fait. Il dit, bon, ça prouve que ça ne servait à rien. Mais la cour administrative rejette l'argument parce que l'exiguïté du cimetière apparaît encore plus évidente 30 ans plus tard qu'elle ne l'était en 84. D'autant plus qu'il y a beaucoup de concessions perpétuelles que la commune peut difficilement récupérer, et donc on va manquer de place. Dernière précision, Conseil d'État 19 juillet 2017, numéro 397 944, la commune peut instituer un emplacement réservé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'utilisation du terrain. Le Conseil d'État en juge ainsi à propos du conseil municipal du PLU d'Ansuy, dans le Vaucluse, qui a prévu donc un emplacement réservé pour des espaces verts, je crois. Et le propriétaire indique que ce n'était pas nécessaire puisque le terrain était déjà affecté à cette destination. Le Conseil d'État rejette l'argument pour une raison évidente, c'est que s'il n'y avait pas d'emplacement réservé, eh bien, le propriétaire pourrait changer l'affectation de cet espace vert. Alors que si la commune crée un emplacement réservé pour construire à terme, réaliser à terme un espace vert, le propriétaire ne pourra pas obtenir un permis de construire qui modifierait cette affectation. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, hein, en raison de cette atteinte que l'emplacement réservé porte au droit de propriété, que le Code de l'urbanisme reconnaît au propriétaire un droit de délaissement. Paragraphe 2. Le maire doit refuser le permis pour un projet qui ne correspond pas à l'emplacement réservé. Conseil d'État 20 juin 2016, numéro 386 978, mentionné dans les tables du recueil de bons. C'est pourquoi le Code permet au propriétaire de contraindre la commune à acquérir le bien pour mener à bien son projet. Si elle ne l'acquiert pas, eh bien, elle renonce à l'emplacement réservé. Alors, ce droit, c'est ce qu'on appelle le droit de délaissement, qui est prévu à l'article L152-2. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU en application de l'article L151-41, c'est-à-dire l'emplacement réservé, peut, dès que ce plan est opposable au tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions prévues aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions prévues aux articles L230-1 et suivants. Donc ce droit est réglementé par ces articles, ce droit de délaissement est réglementé par ces articles L230-1 et suivants. Et donc, le propriétaire peut mettre en demeure la commune d'acquérir le bien. Elle n'est pas obligée de le faire. Le propriétaire n'est pas obligé de le faire. Vous avez vu dans l'affaire suivante, précédente,
sur le cimetière qui était prévu dans le poste en 84. 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, il est dans le PLU. Vous voyez, le propriétaire n'a jamais rien fait. Mais le propriétaire donc peut, s'il n'est pas satisfait par cette servitude, contraindre la commune à acquérir le bien. La commune a 1 an pour se prononcer à compter de la réception de cette mise en demeure. Ensuite, si la commune dit bah oui, j'achète, il peut y avoir accord amiable sur le prix, donc là, pas de problème. Et dans ce cas-là, donc le prix d'acquisition doit être payé dans les 2 ans à compter de la réception en mairie de la demande de la mise en demeure. À défaut d'accord amiable, eh bien, c'est le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la collectivité, qui fixera le prix du bien. Article L230-3. Paragraphe 3. Action en responsabilité si la commune n'utilise pas le bien pour l'objet pour lequel elle l'a classé en emplacement réservé. Alors ça, c'est une jurisprudence plus récente, enfin qui a 5 ans. Il se peut que le propriétaire constate, après avoir exercé son droit de délaissement, c'est-à-dire après avoir vendu le bien à la commune, que celle-ci n'utilise pas le bien pour réaliser ce qui avait justifié son classement en emplacement réservé. Le propriétaire pourra alors exercer une action en responsabilité contre la commune. C'est la Cour de cassation, 3e chambre civile, qui en a jugé ainsi dans un arrêt du 18 avril 2019. C'est la requête numéro 18-11.414 qui a été commentée par M. Struilou à la Semaine juridique, édition générale, 24 juin 2019, page 664, numéro 25. Dans cette affaire, le poste de la commune de Saint-Tropez a classé un terrain emplacement réservé pour la réalisation d'espaces verts. Le propriétaire du terrain a donc exercé son droit de délaissement, c'est-à-dire contraint la commune à acheter le bien. Aucun accord n'est intervenu sur le prix, donc le juge de l'expropriation, conformément à la procédure que je viens de décrire, a été saisi et en 83, ce juge a fixé l'indemnité à 121 959 €. En 2008, donc vous voyez, 30 ans plus tard, la commune revend le bien 5 320 000 € pour un projet de construction. Elle l'avait institué en placement réservé pour un espace vert, elle le revend en faisant une plus-value considérable pour un projet immobilier. Le propriétaire introduit une action pour réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire. Il dit, moi j'ai cédé mon terrain pour une bouchée de pain, pour un objet d'intérêt général, et la commune le revend pour une opération matérielle immobilière. Eh bien, la Cour de cassation fait droit à cette demande en se fondant notamment sur le protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, celui qui protège les biens. Cette solution était nécessaire parce que quand la commune exproprie un bien pour mener une opération d'utilité publique, le propriétaire a un droit de rétrocession si la commune n'utilise pas le bien pour l'objet qui a justifié l'expropriation. C'est l'article L421-1 du Code de l'expropriation qui prévoit ce droit de rétrocession, si le bien n'a pas reçu dans les 5 ans la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique. Ce droit de rétrocession, ce droit de récupérer son bien, existe aussi quand il y a préemption. Je verrai ça après. La commune peut instituer le droit de préemption urbain, et si un immeuble est couvert par le droit de préemption urbain, quand le propriétaire vend, la commune peut se substituer à l'acquéreur qui s'était manifesté. Eh bien, là encore, si la commune, avec beaucoup de réserves, n'utilise pas le bien pour lequel qui a motivé la préemption, pour l'objet qui a motivé la préemption, eh bien, le particulier peut obtenir la rétrocession du bien. Le propriétaire peut obtenir la rétrocession du bien. Ce droit de rétrocession n'existe pas en matière d'emplacement réservé. Et c'est pour ça que la Cour de cassation donc, a prévu cette action en responsabilité et a donné satisfaction au propriétaire. Je vois maintenant le dernier élément du règlement du PLU, les différentes pièces du PLU. J'ai vu, il y a le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation,
le règlement du PLU que je viens d'achever de voir, et maintenant, dernier élément, les annexes. Article L151-43, les PLU comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. C'est la seule disposition de cette section. Il est important que les servitudes d'utilité publique, c'est-à-dire les restrictions au droit de propriété instituées en vertu d'une loi dans un but d'utilité publique. Il est important que ces servitudes soient annexées au PLU parce que sinon, elles ne sont pas opposables. Le maire ne pourra pas opposer la servitude au propriétaire qui demande un permis. Cette règle est posée à l'article L152-7. Après l'expiration d'un délai d'1 an à compter soit de l'approbation du PLU, soit s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d'autorisation. Donc la commune a 1 an, quand une servitude nouvelle apparaît, pour l'insérer dans son PLU. Si elle ne l'a pas fait, la servitude n'est pas opposable. Les articles R151-52 et 53 donnent la liste de ces annexes. Par exemple, je le disais il y a 2 minutes, la commune, en vertu de l'article L211-1 du Code de l'urbanisme, peut instituer un droit de préemption urbain. Elle définit un périmètre ou des immeubles, et pour ce périmètre ou ces immeubles, eh bien, quand le propriétaire vend son bien, la commune dispose du droit de le préempter. Eh bien, ce droit de préemption urbain n'est opposable que s'il est annexé au PLU. Même chose pour les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé. Un décret du 29 mars 2024 a ajouté à la liste des servitudes qui doivent figurer en annexe du PLU les périmètres délimités par le préfet dans lesquels s'impose l'obligation de débroussaillement à 50 mètres des habitations pour éviter la propagation des incendies. Alors, seules les servitudes donc, annexées au PLU sont opposables, nous indique l'article L252-7, mais il y a une exception. Le Conseil d'État apporte une exception pour la servitude qui résulte de l'inscription ou du classement d'un immeuble au titre des monuments historiques. Un immeuble est protégé au titre de son inscription ou de son classement. Le propriétaire reçoit notification de cette inscription ou de ce classement. C'est l'article L621-27 et R621-8 du Code du patrimoine qui indique que le propriétaire du bien reçoit notification. S'il a reçu cette notification, eh bien, la servitude lui est opposable alors même qu'elle n'a pas été inscrite au PLU. Exemple d'application, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 2022, numéro 21 BX 03 776. Le maire de Bordeaux refuse de délivrer un permis pour la modification de la toiture et l'aménagement en logement des combles d'un immeuble. Le pétitionnaire attaque cette décision de refus et soutient que l'inscription de son immeuble au monument historique ne lui est pas opposable car elle n'est pas annexée au PLU. Et donc, on ne peut pas dire, ah ben, vous ne respectez pas les règles en matière de protection qui exigent de ne pas changer la toiture, de ne pas transformer les combles en appartements. Mais la Cour administrative rejette l'argument parce que le propriétaire avait reçu une notification de l'inscription de son bien au monument historique. Naturellement, il y a certaines servitudes qui visent à protéger, qui reposent sur des motifs de sécurité. Plan de prévention des risques naturels, par exemple. S'il n'est pas annexé, le maire ne peut pas l'opposer, mais le maire pourrait refuser un permis en se fondant sur l'article R111-2 du Code de l'urbanisme que j'ai vu dans le Règlement national d'urbanisme et qui est applicable dans toutes les communes et qui permet au maire de refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité ou de salubrité. Section 2 maintenant, les effets du PLU. Une fois que le PLU est adopté, quels sont ses effets? Le chapitre 2 du Code de l'urbanisme consacré aux effets du PLU en prévoit plusieurs. Certains, je vais être plus rapide parce que j'ai déjà vu. Premièrement,
conséquence du classement en emplacement réservé. Donc, je viens de vous le dire, hein, si la commune classe un terrain en emplacement réservé, le maire doit refuser le permis pour tout projet qui ne réalise pas l'objet pour lequel l'emplacement réservé a été institué. Si l'emplacement réservé a été institué pour prévoir un espace vert, eh bien le maire refusera le permis de construire du propriétaire qui souhaite construire à cet endroit une maison. Deuxième élément, paragraphe 2, dérogation au PLU. Dérogation au PLU. Le Code de l'urbanisme prévoit 4 types de dérogations au PLU qui a été adopté. Ces dérogations figurent aux articles L152-3 à L152-6. Tout d'abord, grand A, adaptation mineure. C'est une dérogation qui est une adaptation mineure. Article L152-3 peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, les règles et servitudes définies par le PLU. Donc, l'adaptation mineure que le maire va accorder par rapport aux règles du PLU, d'abord, elle doit être mineure, je vais y revenir, mais elle doit être justifiée par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Cette liste est exhaustive. Le maire ne peut pas fonder une adaptation mineure sur un autre motif que ces trois-là. Exemple, Cour administrative d'appel de Lyon, 2 avril 2020, numéro 19 LY 01285. Dans cette affaire, le maire de Divonne-les-Bains a délivré un permis de construire un immeuble collectif de 10 logements et un voisin attaque le permis soutenant que le projet ne respecte pas le PLU qui prévoit qu'en matière de ramassage des ordures ménagères, eh bien, il faut une aire de collecte en bord du domaine public. Les poubelles de l'immeuble collectif doivent être au bord du domaine public, sans doute pour favoriser le ramassage. Or, le projet de construction de 10 logements a prévu que cette aire de ramassage serait au bord d'une voie privée. Le maire fait valoir qu'il s'agit d'une adaptation mineure. Cette adaptation mineure est illégale parce que le maire ne l'a pas justifiée par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Autre exemple, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 2019, numéro 18 LY 00264, le maire de Collonges-sous-Salève, Haute-Savoie, refuse de délivrer un permis de construire 4 maisons. La Cour administrative, saisie du recours contre le refus, constate que 3 des 4 maisons ont une hauteur qui dépasse la hauteur maximale autorisée dans le PLU, qui est de 9 mètres. Une maison qui fait 9 mètres 20, 9 mètres, 9 mètres 15, et la troisième 9 mètres 37. Pour justifier ce dépassement, le pétitionnaire se prévaut d'excavation causée par l'exploitation de carrières dans le sol. Mais il ne démontre pas que cette situation du sol justifiait une adaptation mineure. Donc, il faut que non seulement qu'il invoque la configuration du sol, mais qu'il démontre que cette configuration justifiait une adaptation mineure. Ensuite, naturellement, tout est question de mesure. L'adaptation est mineure, donc elle ne peut pas être excessive. Alors, il y a une jurisprudence assez régulière, je vous donne quelques exemples. Conseil d'État, 2 novembre 1994, numéro 131 117. Le poste du Touquet prévoit que les constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres en retrait de l'alignement. Le maire ne peut pas accorder un permis, une maison avec un balcon qui est à 1,50 m de l'alignement. Ça va du simple au double, ce n'est pas une adaptation mineure. Autre exemple, Cour administrative d'appel de Douai, 9 février 2021, numéro 19 DA 0211. Une construction présente une hauteur de 6,38 m et dépasse ainsi de plus de 3 mètres la hauteur maximale autorisée par le PLU. Une augmentation du tiers n'est pas une adaptation mineure. Cour administrative d'appel de Lyon, 2 avril 2019, numéro 17 LY 04 234.
Une implantation à 2,95 m de la limite séparative, alors que le règlement du PLU exige 4 mètres, n'est pas une adaptation mineure. Autre précision, si le maire veut accorder une adaptation mineure, il doit le dire. Vous voyez, le maire de Rennes a délivré un permis de construire un immeuble devant comporter 13 logements. Un voisin attaque le permis et la cour administrative constate que la longueur de toiture est de 12,75 m. Et donc, elle dépasse, le règlement du PLU ne permettait que 6,38 m. Le pétitionnaire se défend en disant « Mais le maire a accordé une adaptation mineure ». Je pense déjà que 6,38 m, 7,25 m, le juge n'aurait sans doute pas admis l'adaptation mineure compte tenu des arrêts que je viens de citer. Mais la Cour administrative d'appel, dans un arrêt du 24 janvier 2020, numéro 19 NT 00683, indique que le maire aurait dû motiver son adaptation mineure. On ne peut pas dire, ah ben le permis de construire ne respecte pas le PLU, c'est une adaptation mineure. Non, si le maire accorde le permis en accordant donc une adaptation mineure, il doit le dire. Et de la même façon, si le maire, il doit motiver par cette exigence. Et puis d'ailleurs, vous voyez, dans cet arrêt, le Conseil d'État juge, la Cour administrative d'appel de Nantes juge que le pétitionnaire ne peut pas soutenir que le maire aurait accordé une adaptation mineure dès lors que il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, c'est-à-dire du permis, ni des écritures de la commune, que cette dernière ait entendu permettre une adaptation mineure. De toute façon, il n'était pas justifié. Cette adaptation mineure, à supposer qu'elle en soit une, n'était pas justifiée par la configuration du sol, par les trois éléments, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes ou nature du sol. Si le maire n'accorde pas d'adaptation mineure, alors que le pétitionnaire le lui demande, il dit voilà, mon projet ne respecte pas tout à fait le PLU, mais je vous demande de m'accorder une adaptation mineure. Le maire doit le dire, doit le motiver. La Cour administrative d'appel de Marseille le rappelle dans un arrêt du 12 juin 2019, numéro 18 MA 04469. En effet, l'article L424-3 du Code de l'urbanisme dispose que lorsque la décision rejette la demande de permis ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition. Et l'article ajoute il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure. Vous voyez, si le maire dit « je sais que le projet ne respecte pas le PLU, mais j'ai accordé une adaptation mineure », il doit donner les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à accorder cette adaptation mineure, notamment montrer que c'est fondé sur la nature du sol, la configuration de la parcelle ou des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire peut soutenir pour la première fois devant le juge que des adaptations mineures sont possibles. Par conséquent, quand le maire est saisi d'une demande de permis qui méconnaît le PLU, il doit se demander s'il pourrait l'accorder moyennant une adaptation mineure, même si le pétitionnaire ne le lui a pas demandé. Exemple d'application, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 septembre 2023, numéro 21 MA 045 10. Dernière précision, en cassation, le Conseil d'État ne vérifie pas qu'une adaptation peut être qualifiée de mineure ou pas. Conseil d'État, 30 juin 1999, numéro 194 720, mentionné dans les tables du recueil Le Bon. C'est donc une question qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Je vous rappelle qu'en cassation, le Conseil d'État exerce un contrôle, les modalités de contrôle du Conseil d'État sont binaires. Soit le Conseil d'État estime que la notion de fait doit faire l'objet d'un contrôle de sa part, et donc il estime que ça relève de la qualification juridique des faits, soit il fait confiance à la Cour administrative d'appel ou au tribunal administratif quand il statue en dernier ressort, et il estime que la question de fait relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dis-moi, je ne contrôle pas, je leur fais confiance. Eh bien, savoir si une adaptation est mineure ou pas relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le Conseil d'État fait confiance à la Cour administrative d'appel
ou au tribunal administratif quand il statue en dernier ressort. Donc, pas la peine de saisir le Conseil d'État en cassation pour dire ah ben moi, je pensais que l'adaptation que je demandais au PLU était mineure. Il ne contrôlera pas. Grand B, dérogation liée à la nature de certains immeubles. J'ai vu dans le grand A les adaptations mineures. Grand B maintenant, les dérogations liées à la nature de certains immeubles. C'est l'article L152-4. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, donc là il doit le dire, c'est conforme à l'article que je viens de citer, l'article L424-3, peut par décision motivée donc accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU dans 3 hypothèses. Première hypothèse, pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle, survenue depuis moins d'1 an. Lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs, en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, sont contraires à ces règles. Donc il faut reconstruire un bâtiment qui a été détruit à l'occasion d'une catastrophe naturelle. Le maire a sorti le permis de prescription pour renforcer la sécurité. Celles-ci sont contraires au règlement du PLU. Eh bien, il sera possible d'y déroger. Deuxième hypothèse, la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. Donc l'immeuble est protégé, il faut reconstruire la toiture, et les règles en matière de protection interdisent de faire tel type, imposent, tel type de toiture. Ce n'est pas ce que prévoit le règlement du PLU dans cette zone. Eh bien, il sera possible de déroger au règlement du PLU en raison des contraintes liées aux monuments classés. Et troisième élément, des dérogations pour des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Donc, construire un escalier sur le côté, que sais-je, le PLU ne le permet pas, eh bien, il sera possible d'y déroger parce que c'est pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées au logement. Troisième élément, grand C, dérogation pour des raisons environnementales. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues. Pour permettre d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, il est possible, le maire peut déroger aux règles du PLU. L'autorité, c'est l'article L152-5. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager, prendre des décisions sur déclaration préalable, peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, déroger aux règles des PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, afin d'autoriser la mise en ouverture d'une isolation en saillie des façades, des constructions existantes, vous voyez, isolation par l'extérieur, mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures, on isole en rehaussant la toiture, mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. Donc, si les travaux ont cet objet-là, isolation, eh bien, il sera possible de déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation. Par son emprise, la maison ne peut pas dépasser telle... eh bien, si c'est pour isoler qui exige une couche de 10 cm, ça sera possible. Cet article n'est pas applicable à des immeubles qui sont protégés, par exemple les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, parce que cette protection interdit de porter à la spécificité de l'immeuble. Un immeuble protégé, vous n'allez pas l'isoler pour le dénaturer. Et grand D, dérogation pour des raisons de mixité sociale. Ça aussi, c'est un élément que j'ai déjà vu. Le législateur souhaite favoriser la construction de logements sociaux. Certaines communes n'ont pas atteint les objectifs qui leur ont été fixés par la loi SRU. Et donc, le Code de l'urbanisme permet aux maires de déroger aux règles du Code pour favoriser la construction de logements sociaux. Alors, il y a plusieurs dispositions qui sont donc codifiées à l'article L152-6. Article L152-6. Donc, voilà ce que dit cet article. Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants,
figurant sur la liste prévue à l'article 232 du Code général des impôts. Ce sont donc des communes qui sont dans des agglomérations et le Premier ministre, par décret auquel renvoie l'article 232, a fixé la liste de ces communes dans lesquelles il y a une demande de logement qui est plus forte que l'offre. Et dans les communes de plus de 15 000 habitants, en forte croissance démographique, figurant sur une liste prévue à l'article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Eh bien, dans ces deux catégories de communes, le maire peut autoriser des dérogations au règlement du PLU dans les conditions fixées par cet article. Donc, le maire peut, par décision motivée, quand il déroge, il doit motiver. Premièrement, dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, autoriser donc le dépassement de la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante. Hauteur calculée à son faîtage, c'est-à-dire au haut et pas à l'égout du toit, sous réserve que le projet s'insère harmonieusement dans le milieu urbain, environnement. Deuxième hypothèse, dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de 2 ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement. Troisième élément, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création de stationnement. Et dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L302-9-1, c'est-à-dire un constat de carence selon lequel elle n'a pas atteint son objectif de construction de logements sociaux, pour autoriser donc cette fois la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30% du gabarit de l'immeuble existant. Et quatrième dérogation possible, déroger en toute ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables au logement lorsque le projet de construction est situé à moins de 500 mètres d'une gare. Si on a moins de 500 mètres d'une gare, on peut prévoir moins de places de parking parce que les gens, plutôt que d'avoir une voiture, peuvent prendre le train ou d'une station de tramway ou station de bus en site propre. C'est-à-dire le bus site propre, ça veut dire que le bus a une voie qui lui est réservée. Et puis, dernière dérogation, dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation. Si on peut déroger aux règles de distance par rapport à la limite séparative, eh bien, on va pouvoir construire plus. Et l'objectif, c'est de construire plus de logements sociaux. À condition, là encore, que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain. Si la construction à côté n'est pas en retrait, ça peut quand même créer une disharmonie. Et puis, paragraphe 3, opposabilité des servitudes d'utilité publique. Ben ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis dans les effets du PLU, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Article L152-7. Après l'expiration d'un délai, j'en ai parlé tout à l'heure avec les annexes, après l'expiration d'un délai d'1 an, à compter soit de l'approbation du PLU, soit de l'institution d'une servitude nouvelle, ces servitudes ne peuvent être opposées que si elles ont été annexées au PLU. Dernier paragraphe, paragraphe 4, effet sur d'autres autorisations. En droit administratif, il y a le principe d'indépendance des législations. Chaque législation, si j'ose dire, chaque police est dans son couloir et il n'y a pas d'interférence entre les différentes polices. Mais il y a une exception, par exemple, en matière d'installation classée. Quand le préfet examine une demande d'installation classée, c'est-à-dire un établissement artisanal, agricole, industriel d'une certaine importance qui est soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation, eh bien le préfet qui délivre l'autorisation au titre de la police spéciale des installations classées doit vérifier que le projet respecte les règles d'urbanisme, les règles qui sont notamment dans le PLU. Exemple, Conseil d'État, 16 décembre 2016, numéro 391 452, publié au Recueil Le Bon.
La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je verrai dans une section 3 la procédure d'élaboration du PLU.